Salut à tous, c'est Ben, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la psychologie dans le trading. Aujourd'hui, je vais vous délivrer 10 secrets que j'ai extraits du livre de Daily Trading Coach, et on va aujourd'hui parler du chapitre sur le stress. Dans ce chapitre, le docteur Steenbarger nous explique la différence qu'il y a entre le stress et la détresse. D'abord, il faut comprendre ce que c'est que le stress. Le stress, c'est une mobilisation du corps et de l'esprit qui permet d'avoir une meilleure performance sur ce qu'on est en train de faire. Par exemple, si vous êtes en train de conduire sous une tempête de neige, vraisemblablement vous allez être soumis au stress. Et cela peut devenir problématique lorsque ce stress devient une détresse, c'est-à-dire lorsque vous perdez vos moyens. Notez bien que quelqu'un qui est habitué aux tempêtes de neige, au Canada par exemple, sera quand même soumis au stress. En revanche, comme il aura été habitué à ce stress ne se transformera pas en détresse. Et bien c'est pareil en trading. Il faut que lorsque vous exécutez un trade et que celui-ci est perdant, cette irritation que vous ressentez ne devienne pas finalement une détresse qui va vous conduire à overtrader. Votre objectif est de vous habituer au stress et de tout faire pour qu'il ne se transforme pas en détresse. Finalement, lorsqu'on est habitué au stress répété d'une perte et qu'on a un hedge, c'est-à-dire une stratégie qui fonctionne sur les marchés statistiquement, une perte n'est rien d'autre qu'une irritation à laquelle on s'habitue. Dans la partie qui suit, le docteur Steenbarger nous parle des attentes toxiques en trading. Dans la vie comme dans le trading, ce sont nos attentes qui construisent nos réactions émotionnelles. Si on est quelqu'un de plutôt optimiste, on aura tendance à être plus énergique, alors que si on est quelqu'un de plutôt pessimiste, on sera plutôt anxieux de manière générale dans la vie et face aux événements lorsqu'ils se présentent. Eh bien, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans le trading, naturellement, on va avoir des attentes qui sont toxiques. Par exemple, on va penser qu'une bonne journée, c'est une journée gagnante. C'est faux. Une bonne journée, c'est une journée où on aura bien tradé, c'est-à-dire où on aura respecté ses stratégies, son risk management et ses règles de trading. Il ne faut jamais se fixer un objectif dont on n'est pas en mesure de contrôler le résultat. En l'occurrence, aucun trader n'est jamais gagnant tous les jours. Deuxième attente toxique, on croit que plus on trade, plus on travaille, alors que c'est faux. Si on se force à trader, cela conduit à ce qu'on appelle l'overtrading, c'est-à-dire qu'on est de moins en moins exigeant avec ses setups, avec ses stratégies, et par conséquent, elles perdent leur edge statistique, elles perdent leur avantage sur le marché. On devient donc forcément perdant, et cela conduit aussi à détériorer notre motivation. Enfin, dernière attente toxique, il dit qu'on a tendance à croire que si on réussit dans le trading, c'est qu'on en vit. C'est faux, puisque par exemple, la plupart des sportifs ou des acteurs prennent des années à gagner un seul euro grâce à leur art. En pensant que l'on va devenir un trader rentable rapidement, on se pousse à la frustration et à un sentiment d'échec, ce qui n'est pas du tout productif. Dans la partie qui suit, le docteur Steenbarger va nous expliquer en quoi la détresse interfère avec nos choix et nos stratégies dans le trading. Lorsqu'un trader overtrade, c'est-à-dire lorsqu'il trade trop, il va avoir tendance à accuser le marché d'être trop lent. Ce qui pousse le trader à l'overtrading, c'est généralement qu'il voit le ralentissement du marché comme une menace. Il va se dire « je ne vais pas pouvoir faire de profit, il faut que je trade », il va se forcer à trader et il va perdre de l'argent. Ce qu'il faut faire, c'est voir ce ralentissement du marché comme une opportunité de faire autre chose. Par exemple, travailler sur d'autres projets ou se former davantage. Plus globalement, notre perception d'un événement, c'est un filtre que nous mettons sur cet événement. Et si nous ne connaissons pas nos filtres, nous ne pouvons pas les changer. L'auteur nous donne un exercice, il nous dit que chaque fois qu'on a une réaction émotionnelle négative, on va essayer de se poser la question « Pourquoi est-ce que je perçois cet événement comme une menace ?» Parfois, il suffit d'un pullback pour sentir cette menace. Et ce qu'on perçoit comme une menace est en fait une opportunité de rajouter à notre position existante. Dans la partie qui suit, le docteur Steenbarger nous parle du fait qu'il faut garder un journal psychologique. Ce journal va nous permettre de comprendre nos propres patterns en tant qu'humains, nos patterns psychologiques. Il en distingue 3 catégories. Il y a les patterns comportementaux, ce sont ceux qui nous poussent à agir d'une certaine façon dans certaines situations. Il y a les patterns émotionnels, ce sont ceux qui nous poussent à ressentir quelque chose dans certaines situations. Et il y a les patterns cognitifs, ce sont ceux qui nous poussent à certaines réflexions et à certains modes de pensée lorsqu'une situation se présente. Nos propres patterns sont généralement un mélange de ces 3 catégories. Et le journal psychologique est l'outil qui va nous permettre de devenir notre propre observateur. Il va nous permettre de prendre conscience de ce qu'on est en train de faire ou ce qu'on est en train de ressentir lorsque c'est en train de se présenter. Il faut être capable d'identifier des patterns répétitifs avec une conséquence négative sur votre trading. Comme ça, lorsque vous identifiez à nouveau ce pattern négatif, vous en prenez conscience et vous vous posez la question de comment est-ce que vous pourriez l'interrompre et le changer. Personnellement, c'est quelque chose que je fais depuis le début et vous avez sûrement dû voir ces cahiers sur mon bureau dans d'autres vidéos. J'écris toujours ce que je ressens quand je rentre dans un trade et quand je décide d'en sortir, de manière à savoir quel est mon état émotionnel et essayer d'identifier si parfois je n'ai pas un biais qui me pousse à faire des erreurs. Et c'est vrai que le fait d'écrire noir sur blanc ce qu'on est en train de ressentir, ça nous permet de prendre une certaine distance et d'éviter un certain nombre d'erreurs. Dans la partie qui suit, le docteur Steenbarger nous parle du pressing, c'est-à-dire lorsqu'on a trop envie de gagner de l'argent.
Cet événement, le pressing, il peut avoir deux formes, c'est-à-dire qu'on peut être poussé à trop trader, ou alors à trader avec de trop grosses positions. Je pense que si vous avez déjà tradé, ça vous est forcément déjà arrivé, et vous devez donc savoir que c'est complètement contre-productif. Plus on se force à trader, moins on est sélectif, et donc moins on gagne. Le plus simple pour éviter ce genre de comportement, c'est de mettre en place des règles. Et puis plus on applique ces règles, plus elles deviennent des automatismes. Comme le dit l'auteur, le bon comportement en trading sont des règles qui évoluent en habitude. Alors il est possible d'accélérer la mise en place de ces automatismes. Il s'agit évidemment de commencer par répertorier ces règles dans une liste, puis de revoir cette liste avant de trader, en milieu de journée, et puis en fin de journée, confronter nos trades à ces règles pour voir si on a bien respecté ces règles dans chacun de nos trades, et identifier les règles qu'on n'aurait pas respectées, de manière à en faire une priorité le lendemain. Alors évidemment, il ne faut pas avoir trop de règles, et il faut se concentrer généralement sur l'essentiel, c'est-à-dire le risk management. Si vous ne savez pas ce que c'est, j'ai fait une vidéo et je vous la mets en description. Il y a cette phrase de l'auteur qui m'a un peu marqué, parce qu'elle montre dans quel processus on doit se trouver. Il dit « Le bon self-coaching consiste à corriger ses problèmes de trading, et l'excellent self-coaching consiste à développer des routines qui vous empêchent de rencontrer ces problèmes. » On voit bien que ce qui compte, c'est de mettre en place des systèmes qui vont nous permettre de changer nos habitudes. La partie qui suit traite du moment où vous allez vouloir abandonner, et ça nous arrive tous, je pense, moi ça m'est arrivé déjà plusieurs fois. J'ai été très surpris des recommandations qu'a fait l'auteur. D'abord, il nous dit que si vous parvenez à faire des progrès petit à petit, alors le trading est peut-être fait pour vous. En revanche, il faut savoir reconnaître quand quelque chose n'est pas fait pour vous, et quand finalement vous pourriez peut-être exploiter vos capacités plus intelligemment ailleurs. Il précise que ce n'est pas un abandon, mais c'est un peu comme en trading quand on coupe une perte. Vous connaissez sûrement l'adage, il vaut mieux se couper un doigt plutôt que le bras en entier. Bref, si vous continuez, vous allez quand même forcément rencontrer ce moment de désillusion où vous allez vous sentir incapable de réussir. Ce découragement et cette dépression viennent en fait du fait qu'il y a une différence entre la perception qu'on a de nous-mêmes et la perception de notre idéal, de ce qu'on aimerait être, et qu'on se sent incapable de passer de l'un à l'autre. Parfois ce sentiment est un signal que quelque chose a changé ou qu'il faut changer quelque chose. Peut-être que vous avez perdu votre avantage sur le marché, peut-être que le marché a évolué et qu'il vous faut donc évoluer vous-même. D'autres fois, ce sera dû à des attentes trop élevées. Par exemple, vous allez vous dire, comme je l'ai dit précédemment, que vous allez espérer faire des profits tous les jours. C'est quelque chose qui est tout à fait irréalisable pour n'importe quel trader. Et si on s'attend toujours au meilleur, on est mal préparé pour le pire. Il faut donc savoir se fixer des objectifs qui ne sont pas trop ambitieux, de manière à garder confiance dans les moments difficiles. L'auteur évoque également le burn-out. Le trading demande énormément de travail et les résultats prennent souvent du temps à arriver. Et il faut savoir prendre un peu de temps pour soi pour ne pas exploser en plein vol. Dans la partie qui suit, l'auteur nous explique comment gérer la peur. D'abord, il fait la distinction entre la peur et l'anxiété. L'anxiété apparaît lorsqu'on a un sentiment de danger qui est en fait infondé. J'en ai parlé dans la précédente vidéo, que je vous invite à aller voir. A l'inverse, la peur s'appuie sur un danger qui est clairement identifié. La peur est notre allié lorsqu'elle nous indique des dangers auxquels il faut prêter attention, par exemple une baisse de volume lorsque vous êtes dans un trade, ou encore l'approche d'une résistance. C'est un peu comme le voyant d'une voiture. Il faut en prendre connaissance, il ne faut pas l'ignorer, elle doit nous servir de signal que quelque chose a changé. La première étape est donc de prendre conscience de cette peur et de vous dire lorsque vous changez d'état émotionnel, pourquoi est-ce que je ressens cette nervosité? Qu'est-ce qui a changé ou qu'est-ce qui ne va pas? Si vous avez peur par exemple avant de rentrer dans un trade, demandez-vous pourquoi. Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas de hedge sur ce trade? Est-ce que c'est parce que votre risk management n'est pas bon? D'où l'intérêt d'avoir une checklist avant de rentrer dans un trade. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez plus peur, mais cela vous permet d'être plus confiant et de vous habituer à cet état émotionnel. Le Dr Steenbarger aborde ensuite le problème le plus répandu, l'anxiété de réalisation. Ce problème apparaît lorsqu'on pense à ce qu'on est en train de faire pendant qu'on est en train de le faire. Ouais. Je pense que ça vous est forcément arrivé lorsque vous faites une présentation à l'oral et que vous vous rendez compte que vous êtes en train de faire cette présentation à l'oral, et tout simplement vous perdez le fil de ce que vous étiez en train de dire. L'anxiété de réalisation crée une distraction qui nous empêche d'être parfaitement concentrés sur ce qu'on est en train de faire, et qui nous rend par conséquent moins efficaces. L'interprétation d'une situation joue un grand rôle dans la façon dont on va se comporter. Par exemple, si vous aviez un entretien d'embauche demain, et que c'était le seul que vous ayez, vous seriez sans doute très stressé et pas forcément efficace pendant cet entretien. Alors que si vous en aviez 3 autres après celui-là, vous seriez plus confiant et vous donneriez le meilleur de vous-même. Et bien dans le trading c'est pareil, lorsque vous perdez, vous percevez un danger. Et parfois, pour compenser, vous allez vouloir trader davantage pour récupérer cette perte et compenser ce sentiment de danger. Inversement, lorsque vous gagnez,
Vous aurez un sentiment d'invincibilité et vous allez avoir tendance à encore une fois trop trader au détriment de vos résultats. Mais vos résultats ne doivent pas interférer avec votre façon de trader. Le plus important, c'est de bien trader, ça n'est pas de gagner de l'argent. Dans la partie suivante, le Dr Steenbarger nous parle du fait qu'il faut trouver sa niche. Une niche a plusieurs composantes. Il faut trouver le marché spécifiquement ou la classe d'actifs qu'on préfère trader en fonction de sa propre personnalité. Il faut identifier une stratégie dominante. Certains vont faire du trend following, d'autres vont préférer trouver des stratégies de retournement. Certains vont préférer les statistiques alors que d'autres vont préférer par exemple l'analyse technique, etc. Il faut trouver également une time frame. Un scalper doit avoir une capacité de réaction et d'interprétation extrêmement rapide. Un gérant de portefeuille devra lui avoir une vision plus macro de l'économie et de la politique. Il faut aussi avoir une structure décisionnelle, c'est-à-dire que certains vont avoir un système très strict qu'il faudra respecter, tandis que d'autres feront des analyses discrétionnaires, c'est-à-dire qui se joueront plus au feeling et à l'interprétation d'informations. Chacun doit trouver ce qui convient le mieux à sa psychologie et à ses forces. Vous devez donc connaître vos forces, et absolument capitaliser dessus. On voit bien pourquoi certains athlètes excellent dans leur discipline, mais seraient incapables de devenir aussi bons dans d'autres disciplines. On sait que lorsque nos attentes, nos envies et nos intérêts sont en harmonie dans un bon environnement, nos émotions nous poussent à nous dépasser, et qu'inversement, lorsque quelque chose ne nous va pas, on rechigne à faire plus d'efforts. En tant que self-coach, vous devez savoir lorsque un trade vous convient ou ne vous convient pas, vous devez savoir lorsqu'une niche ne va pas vous convenir, et à l'inverse, savoir capitaliser lorsque quelque chose se présente et que c'est parfaitement votre spécialité. Mais il ne faut surtout pas s'épuiser hors de sa niche parce que vous risqueriez de perdre les belles occasions qui se présenteraient dans votre niche parce que vous êtes épuisé. Maintenant, il faut vous poser la question, si vous ne pouviez trader qu'un seul marché, qu'une seule time frame et qu'une seule stratégie, lesquelles ce seraient? On constate que l'overtrading est souvent lié au fait de ne pas trader dans sa niche. L'auteur recommande de noter chacun de ses trades A, B ou C. A étant vos trades préférés et ceux qui rapportent le plus d'argent, et C, ceux pour lesquels vous êtes le plus inconfortable et les moins rentables. Au bout d'un certain temps, vous aurez assez de données pour constater quelle est finalement votre niche. Mieux vous connaissez votre niche, moins vous prenez de risques de vous en écarter. Cette catégorisation pourra aussi vous permettre plus tard de vous recentrer lorsque le marché est moins favorable et de ne trader que vos setups qui sont vraiment A ou A+. Enfin, l'auteur aborde la volatilité des marchés et la volatilité des émotions. La volatilité du marché calibre finalement les attentes du trader. Plus il y a de volatilité, plus on va mettre des ordres de vente qui vont être plus hauts. Le problème, c'est lorsqu'on prend trop de temps à s'adapter et que du coup nos ordres ne s'exécutent pas à la vente, ce qui fait qu'on se retrouve avec des potentiels gains qui se transforment en pertes. Et on imagine bien comment cela peut conduire à de la frustration. Ce phénomène peut aussi se produire lorsqu'on passe d'un marché à un autre. De même qu'on ne conduit pas à la même allure sur une autoroute et dans une ville bouchonnée, il faut savoir adapter son trading à la volatilité du marché. C'est à vous de mettre en place des stratégies différentes selon la volatilité du marché et des outils qui vont vous permettre de mesurer cette volatilité. Je pense que j'aborderai ce sujet dans une autre vidéo. C'est tout pour ce chapitre sur le stress. Si ça vous a plu, évidemment, pensez à vous abonner et à laisser un like, ça m'encourage à en faire davantage. Vous pouvez aussi me dire en commentaire ce qui vous a paru le plus intéressant dans cette vidéo. De cette manière, si vous êtes nombreux à avoir de l'intérêt pour un sujet, j'essaierai d'en faire une vidéo dédiée. Merci à tous et bon trading.